Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et oui, émission spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Et pour cette 60e émission de Et si on parlait de sport, avec nos consultants, nous allons avoir le plaisir de vous faire vivre ce moment historique de l'histoire de France. Nous allons revenir sur les temps forts de ces Jeux Olympiques, les performances, les succès, les médailles et aussi les déceptions, les échecs et bien d'autres anecdotes avec des témoignages de nos correspondants sur les terrains. Bonjour et merci à nos partenaires qui nous accompagnent toute l'année pour réaliser ces émissions. Brigitte Linder et les équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et Profession Sport Animation 31. À nos partenaires aussi qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux Olympiques et Paralympiques, le magazine Sport Région, l'agence de communication Bellombra et Dialogue Sport. Pour nous accompagner dans cette 60e émission, nos consultants spécialistes de sport, Guillaume Delville qui est conseiller technique fédéral et responsable du pôle espoir judo de Toulouse, Mathieu Sapin, skipper course au large chez Ohan Group, qui est directeur de gestion de projet, Raphaël Hollard, cavalier et coach de concours complet d'équitation, co-gérant des écuries Mons Équitation, Bruno Ahmed, qui est directeur fondateur de l'agence de communication Bellombra, co-organisateur de Dialogue Sport, et Didier Don, notre coach et formateur chez Engage & Talent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Mais avant le coup d'envoi de cette 60e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine, parce qu'il n'y a pas que des Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport? Avant-match. Oui, alors donc les principaux grands résultats sportifs de la semaine, bien sûr qui ne sont pas ceux des Jeux Olympiques en football, puisque la Ligue 1 va bientôt reprendre. Il y avait quand même des matchs amicaux avec Saint-Etienne qui a battu Montpellier 2-1 mercredi 31 juillet. Espagnol Barcelone qui a fait match nul avec Toulouse, et la Fiorentina en Italie contre Montpellier a gagné 2-1. Il y avait aussi de la moto GP, le Grand Prix de Grande-Bretagne pour les amoureux de moto. Vainqueur du sprint samedi, Enea Bastianini a réalisé le doublé à Silverstone en s'imposant dimanche dans le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Ducati a devancé Jorge Martin sur Pramac et Francesco Bagnaia sur Ducati. De leur côté, les Français Fabio Quartararo sur Yamaha a terminé 11e, pendant que Johan Zarco sur Honda prenait la 14e place. Il y avait aussi de l'automobile avec le rallye WRC de Finlande. Vainqueur, le pilote français de Toyota Sébastien Ogier, qui s'est adjugé une 3e victoire cette saison en profitant de l'abandon de Kalle Rovanperä, qu'il a fini devant Thierry Neuville sur Hyundai et qui conforte lui sa première place en tête du championnat. Voici pour les résultats sportifs hors Jeux Olympiques, et maintenant place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, nos consultants spécialistes de sport, Guillaume Delville, Mathieu Sapin, Raphaël Hollard, Bruno Ahmed et Didier Don. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos consultants, spécialistes de sport, Guillaume Delville, conseiller technique fédéral et responsable du pôle espoir de judo de Toulouse, qui a plein de choses à nous raconter sur le judo. Mathieu Sapin, skipper course au large chez Ohan Group, directeur de gestion de projet. Raphaël Hollard, qui est cavalier et coach de concours complet d'équitation et co-gérant des écuries Mons Équitation. Bruno Ahmed, qui est directeur fondateur de l'agence de communication Bellombra, co-organisateur aussi de Dialogue Sport. Et Didier Don, notre coach et formateur chez Engage & Talent. Bonjour à tous. Alors, on a vécu des moments extraordinaires. Je crois qu'on en a eu pris plein les yeux, plein les oreilles. Je vais vous proposer un petit tour de table d'abord, avant de démarrer sur tout un tas de questions. Votre impression chacun, quelques mots, sur ce que on vient de vivre pendant ces 9 jours. On va commencer, je sais pas, par... allez, Guillaume. Écoute Laurent, pour moi, je pense qu'on est sur la concrétisation d'une idée, et on a fait taire beaucoup de mauvaises langues avec des gens qui remettaient en doute notre capacité d'organiser cet événement mondial. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est une grande réussite, avec des images magnifiques dans un cadre, le cadre de la région parisienne et même de la France au sens large, qui donne une belle et grande image de la France et du sport français en général. Merci pour ce petit tour d'horizon. On va passer à Mathieu qui nous écoute. Bonjour à tous. Écoute, je vais faire un peu la même réponse. Pour moi, c'est une réussite en termes d'organisation, une cérémonie d'ouverture qui était splendide et qui a vraiment mis la barre très haute. D'abord, on attend tous maintenant la cérémonie de clôture et même les cérémonies ensuite qui arriveront pour ouverture et fermeture des Jeux paralympiques. Merci Mathieu. On continue avec notre cavalier Raphaël.
Pour moi, le mot qui me vient, c'est feu d'artifice. Déjà suite à cette cérémonie d'ouverture, en effet, qui était pleine d'ambition et avec, qui annonçait déjà des beaux Jeux Olympiques. Et puis cette pluie de médailles qu'on a depuis déjà une bonne semaine, qui sont une pluie de médailles qui est quand même très spectaculaire, notamment pour la délégation française. Didier ? Bonjour à tous. Pour moi, c'est l'enthousiasme que portent ces Jeux-là, notamment quand vous voyez, donc, évidemment, on parle bien du cadre, mais surtout ces 15 000 spectateurs qui portent des athlètes qui travaille sur le mental, en fait, on s'aperçoit que sur la pyramide de Diels, on sait que le premier niveau ressources, c'est l'environnement, le deuxième niveau, c'est le comportement. On sait que là, déjà, ils sont portés par les capacités et leur performance. Et je pense que le public et l'environnement, c'est quelque chose pour moi d'essentiel dans la performance. Il va nous chanter la Marseillaise. Il est parti. On sent que Didier est parti, là. Bruno, à toi, qu'est-ce que tu nous dis, Moi, toi ? Je suis très heureux des résultats sportifs de l'équipe de France avec un nouveau record de médailles. Je pense qu'il est de 44, donc c'est superbe, c'est extraordinaire. Et une belle réussite dans l'organisation de ces Jeux en ville. C'est-à-dire, il y a des sites merveilleux, c'est vraiment réussi. C'était un très beau défi, ils l'ont relevé. Des Jeux Olympiques en pleine ville, c'est formidable. Et puis on va aussi Versailles pour les cavaliers, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait sur ce parcours des cavaliers, on en reparlera tout à l'heure. Merci pour ces petits témoignages, effectivement moi j'en ai aussi pris plein des yeux, je me suis régalé à préparer cette émission parce que franchement on attendait ces Jeux, je pense qu'on est en train de vivre un moment historique et je voudrais m'arrêter là-dessus parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux et là on est en train de vivre ça et on pourra le dire à nos enfants, petits-enfants. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, on enlève tout ce qui veut être critiquable. Moi je veux garder que le beau, ce qui nous a fait plaisir. On a crié, on a chanté, on a joué et tous ces gens le nombre de Marseillaises qu'on a entendu dans les stades, c'est extraordinaire. Voilà, ça fait plaisir pour les sportifs et puis surtout pour tout le travail qui est fait derrière qu'on ne voit pas. Ça c'est la récompense de tout ce travail, on en parlera aussi tout à l'heure. Voilà, la deuxième partie, je voulais qu'on attaque un peu sur le retour de ces médailles qu'on en a eues depuis lundi dernier. Donc je reprends le cheminement, le 29 juillet, donc on était avec 6 médailles la journée, donc il y avait l'escrime, je ne sais pas si ça vous inspire, avec la première médaille d'or de Manon Apiti-Brunet, lundi donc au sabre. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui a battu, c'était amusant parce qu'en finale, elle était contre Sarah Balzer, qui est donc elle médaille d'argent. J'aurais simplement une remarque, c'était la première française en or au sabre. Son conjoint, je crois, qui est dans l'équipe de France qui est médaille de bronze quelques jours plus tard. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était une grande famille, quoi. Une affaire de famille. Oui, voilà. Puis déjà deux Françaises en finale avec C'était bien parti pour l'escrime. Après, on passe justement, Raphaël, puisque tu ne prends la parole, il y a l'équitation avec le fameux concours complet par équipe. On est médaille d'argent. Une très belle médaille d'argent pour les Français. Donc Stéphane Landois qui montait Chaman, Karim Florent Lagouag qui montait son fidèle Triton Fontaine, 17 ans. Ça, on peut le noter, c'est la longévité des chevaux. Nicolas Touzin qui était lui sur Diabolo. Et du coup, 40 000 spectateurs à Versailles dans un site magnifique avec au fond le château. On traverse plusieurs fois le Grand Canal, des perspectives superbes et une ferveur impressionnante. À noter quand même que le concours complet, les 40 000 places, elles sont parties tout de suite. S'il y avait eu 100 000 places, il y aurait eu 100 000 personnes. Mais il paraît que déjà avec 40 000 personnes, c'était déjà très très spectaculaire. On parlera plus tard de là. On parle juste des médailles là pour l'instant. Médaille d'argent en VTT par la suite avec Victor Corezzi qui a décroché une très belle médaille d'argent. Cross-country, Bruno. Oui, j'ai vu la course en direct et c'est vraiment une très belle médaille d'argent. Je pense même qu'il aurait pu décrocher l'or sans cette touchette dans le final. Ça s'est joué vraiment à rien. Épaule contre épaule. Et surtout un final extraordinaire avec un Italien, l'Anglais, Tom Pidcock et le Français. Voilà, c'était une très belle course de VTT Racing, c'est le VTT Racing, sur un parcours magnifique, la colline d'Elancourt. C'est vraiment un très beau parcours et une belle médaille. Voilà. Et ça faisait suite à la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévôt. Oui, des jeux réussis pour le VTT, aussi pour le cyclisme sur route. Alors de là, on a dans la foulée, il y a une médaille d'or qu'on n'attendait pas forcément comme ça, médaille d'or en canoë. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi, qui survolait la finale, le Français de 24 ans, Nicolas Gestin, qui a décroché la médaille. Mathieu, tu as suivi toi le canoë ? Alors oui, j'ai regardé le canoë. Écoute, alors c'est une petite famille le canoë, mais il était quand même plutôt bien coté, si on peut dire. Il était, en tout cas quand
quand on avait entendu Tony Estanguet en parler, on se doutait qu'il avait quand même de très fortes probabilités pour faire un podium. Il a fait une très belle course, enfin plusieurs très belles courses entre les qualifs, la demi et puis la finale. Un grand bravo à lui parce que c'est sacrément difficile comme sport. Merci. On va passer donc à un petit sport, hein, je crois, hein, Guillaume. Quelques petits résultats quand même avec une médaille d'argent d'un garçon qu'on n'attendait pas forcément, qui s'appelle Johan Benjamin Gaba. C'est ça, et qui était accompagné cette journée-là par Sarah Léonie Sizik, qui elle était vice-championne olympique lors des Jeux de Tokyo. On était dans la continuité, et les Français avaient bien lancé la compétition de judo avec 2 médailles dès le premier jour. Ça s'est enchaîné le lendemain avec encore une médaille de bronze et une 5e place. Donc on avait des Français qui étaient performants. On arrivait sur un point qu'on considérait peut-être un peu faible. Johan Benjamin Gaba, un jeune qui est classé au-delà de la 50e place mondiale, je crois, sur la ranking list. Et il nous a sorti une journée exceptionnelle. Il a été bluffant. Il a arraché des adversaires avec pourtant un tirage au sort très compliqué. Au premier tour, le vice-champion olympique. Il a enchaîné après avec des médaillés mondiaux. Énorme journée de sa part. Et aussi un grand clin d'œil à Sarah Léonie qui refait donc une médaille olympique alors qu'elle n'a que 24 ans. C'est déjà sa 2e médaille olympique en individuel. On parlera après des équipes, mais non, elle en est déjà à 4 médailles olympiques à 24 ans avec les équipes. Qui a fait un combat d'anthologie en demi-finale sur la canadienne Christina Deguchi. Un combat qui s'est joué sur une décision d'arbitrage. À un moment donné, elle a glissé les doigts dans la manche de son adversaire sur un passage au sol en Newaza, comme on l'appelle chez nous. Et une très grosse journée dans une ambiance de feu dans cette arena éphémère qui est sur les champs de Mars, avec, mais puisque tu le disais tout à l'heure, si on avait pu vendre 30 000 places de judo, on les aurait vendues quotidiennement. Alors, du judo, on va passer à quelque chose que j'ai trouvé très joli, très beau, très esthétique. Ça a été le tir à l'arc avec une fameuse médaille d'argent. Jean-Charles Valadon, Thomas Giraud et Baptiste Hadis. Quand on connaît le tir à l'arc et qu'on connaît la performance des Coréens dans ce sport-là, parce qu'ils tiennent le monde du tir à l'arc depuis des années, et aller lutter contre ces mecs-là et faire une médaille d'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que les archers français prennent de plus en plus confiance par rapport au niveau international. Et j'ai accompagné Carole Ferriou sur son championnat du monde. Et c'est vraiment une structure qui commence à se mettre en place pour pouvoir lutter justement face à ces Coréens qui sont intouchables. Je crois qu'ils avaient été chercher un entraîneur coréen. Ils sont allés chercher un entraîneur coréen. On voit les résultats déjà. On passe donc à la mardi 30 juillet. Donc 2 médailles aussi sont tombées ce jour-là. Avec à nouveau, Guillaume, une médaille de bronze avec quelqu'un qu'on attendait un petit peu au-dessus. Oui, donc Clarisse Agbenienou, qui était championne olympique en titre à Tokyo, championne du monde encore récemment. Et Clarisse, elle a glissé sur la demi-finale alors qu'elle était en train de gérer tranquillement son match. Elle menait 2 pénalités. Elle se fait surprendre sur une séquence. Il restait une quinzaine de secondes. Alors, elle se fait surprendre. Elle prend un Wazari, temps nécessaire pour remonter, mais elle a su se remobiliser et puis aller chercher cette médaille de bronze dans un combat compliqué, avec encore une adversaire coriace, mais elle a su prouver une fois encore que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter et sur qui on pourra certainement encore compter pendant une Olympiade, je le pense. On enchaîne après, il y a eu une médaille d'argent aussi en escrime. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a suivi, médaille d'argent avec les Françaises, Marie-Florence Candassamy, Oriane Malo-Breton, Coralie Vitalis, Alexandra Louis-Marie qui ont décroché l'argent. Bon, là évidemment, il s'est passé que l'Italienne en finale sur des matchs, le combat était très serré. Je pense que l'Italienne était beaucoup plus agressive, beaucoup plus dans la mobilité pour moi par rapport à la Française, et c'est ce qui fait que derrière ces touches-là sont pas passées, mais c'était quand même un exploit de les voir heureux et de les voir arriver à ce niveau-là. Moi je trouve que c'était grandiose parce qu'ils ont fait vibrer C'était un France-Italie. Exactement. France-Italie, c'est toujours très très chaud. On passe donc après ces 2 médailles du mardi, on va au mercredi 31, 8 médailles ce jour-là, avec une superbe première médaille d'or, Cassandre Beaugrand. C'était magnifique de voir enfin des nageurs dans la Seine. On en avait tellement parlé, donc ça faisait plaisir de voir que c'était enfin réalisable. Et puis écoute, Cassandre, elle sort, je vais pas dire la course de sa vie parce qu'il faut pas oublier qu'elle est quand même multiple championne du monde, mais elle a sorti une course solide, elle a été au bout d'elle-même et c'était une arrivée magnifique là sur ce pont au pied de la Tour Eiffel. Bravo à elle. Alors de cette première médaille, il y en a enchaîné derrière puisque
la course avait été annulée la veille. Les hommes ont enchaîné avec Léon Bergère qui vient chercher une médaille de bronze, mais à l'arraché. Les Français, ils font même 3 et 4. Donc, il y en a un qui a la médaille en chocolat. C'est ça. Écoute, ça montrait un super niveau de l'équipe de France. C'est une très belle préparation. Ça montrait que les triathlètes étaient vraiment arrivés avec au pic de forme. Et ça fait plaisir à voir. Bah écoutez, c'était une très belle épreuve. Alors on passe après, dans cette journée-là, il y avait, on parle de natation avec 2 médailles d'or. C'est un incroyable doublé de Léon Marchand, 2 titres olympiques en 2 heures, sacré sur 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. Mais là on voit d'abord moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'entente entre les 2 entraîneurs, les entraîneurs français et l'entraîneur américain de Léon Marchand. Déjà ça c'est une complicité. Chacun a laissé sa place. Moi j'ai suivi l'aventure de Léon Marchand puisque je suis copain avec Xavier. Et c'est vrai qu'on le voyait déjà performer tout jeune avant de partir aux États-Unis. Et aujourd'hui, là il est rentré dans une autre dimension. Encore une fois, j'ai encore parlé de l'environnement, mais quand vous êtes dans un environnement aux États-Unis, dans l'université américaine, vous ne pouvez que performer parce que il a les ingrédients qui vont bien physiquement, mentalement. Il a une grosse capacité de récupération. Et on le voit là, en 2 heures, aller chercher 2 médailles d'or. Tous les athlètes ne peuvent pas le faire et il a une capacité que lui a aujourd'hui. Et puis bon, après on parlera. Et il n'a pas fini. Nous ne sommes que mercredi 31 juillet, je le rappelle. Dans la foulée, il y avait comme aussi à noter, il n'y a pas que Léon Marchand, il y avait aussi la française Anastasia Kipichnikova, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui fait médaille d'argent sur le 1500 mètres. Ouais, tout à fait, donc c'est une femme russe qui est arrivée en France il y a 2 ans. Et elle s'entraîne auprès de Philippe Lucas. On ne l'attendait pas à cette place-là, portée par une ambiance encore de folie dans cette piscine. L'environnement a joué à plein pot son rôle de 2e nageur, de 3e jambe, de 4e bras, de ce que vous voulez, et qui l'a porté et qui lui a permis d'aller accrocher cette médaille d'argent. Alors, loin derrière l'intouchable Cathy Ledecky, mais énorme performance. Un petit mot quand même sur Cathy Ledecky, parce que soyons français, mais soyons quand même reconnaissants la performance. C'est une jeune femme qui aujourd'hui 12e médaille olympique, dont 8 en or. Un seul commentaire, je vais dire légende. Ça fait partie de au-dessus de tout, la beauté de ces Jeux olympiques. Et c'est pas fini, comme tu le soulignais également. Il y en a d'autres derrière. Freestyle, BMX freestyle. Alors, on attendait un peu de ce sport qui était un petit peu quelque chose qu'on ne connaissait moins sous cet angle-là. C'est maintenant aux Jeux olympiques, médaille de bronze. Alors qu'on l'attendait peut-être au-dessus. Malheureusement, il fait une première chute dans son premier run, Anthony Jean-Jean, mais il fait un superbe 2e passage. Est-ce que vous avez vu ce 2e passage? Comment ça s'est passé? Moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire avec un vélo. C'est un domaine impressionnant. Ultra spectaculaire ce qu'on voit. Et moi, toujours pareil, je trouve que une première chute, se relever, repartir avec, on pourrait imaginer un peu dans ses petits souliers, mais non, au contraire, il a tenté des choses exceptionnelles. Je suis pas spécialiste du domaine, mais par contre, c'est clair qu'on voit qu'il est reparti avec beaucoup d'audace et ça a payé. Et il a une figure qui lui appartient à Jean-Jean et qu'il a placée sur le 2e coup. Donc ça veut dire que placer une figure qui vous appartient, vous êtes seul au monde d'être capable de la produire et vous la réussissez, ce jour-là, c'est quand même magique. Un petit mot, Mathieu, sur cette question-là? Écoute, pour rebondir, il fait un peu comme Surya Bonali en 92, je crois, quand sur ses patins à glace, elle a fait le fameux salto arrière qui était plus ou moins interdit. Donc Jean-Jean, il a sorti un second run qui était énorme. Ensuite, c'est un sport qui est jugé et c'est là qu'arrivent toutes les notions de subtilité. Certains diront qu'il aurait pu avoir une médaille plus belle encore. Écoute, ça fait partie du jeu, mais il faut surtout retenir que le cadre à Paris et les images étaient magnifiques et complètement folles. Et ça, c'était quelque chose de sensationnel. Alors, on passe du BMX freestyle à l'escrime sabre par équipe avec la médaille de bronze des sabreurs français. Sébastien Patrice, Maxime Pianfetti, Jean-Philippe Patrice et Boladé Apiti. Ils ont réussi à verser une journée bien mal embarquée. Et finalement, ils accrochent quand même cette médaille de bronze. Je ne sais pas si vous l'avez suivi aussi. Ouais, je crois que c'est sur les Japonais qu'ils perdent la demi-finale. Alors là, moi, le sabre, c'est une arme que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... On tape dans tous les sens et ça marche. Ça fouette, ça engage. Bon, il y a eu l'épée les pirates aussi, récemment là, qui est aussi très jolie à regarder. Mais avec beaucoup d'engagement de leur part, ils ont su se relever et puis aller conquérir cette médaille de bronze. Une belle équipe de France aussi pour les escrimeurs français. Tu vas garder le micro parce qu'on enchaîne avec un combattant aussi qui a été assez exceptionnel. Tout à fait. Alors c'est une journée où c'était pas la médaille qu'on attendait, puisqu'on avait clairement Marie-Ève Gaillet qui était récente championne du monde de judo et qu'on attendait au moins sur le podium. Donc
c'était pour le judo français une petite déception puisqu'elle termine seulement 7e. Des erreurs qu'elle commet assez régulièrement. Elle se fait embarquer sur des actions de jeunesse, on va dire. Mais par contre, Maxime Gaël Ngaya Pambou, très jeune judoka qui est sorti nous à l'international depuis 2 ans et qui réalise une journée de malade mental. Pareil, encore fait des combats énormes, ça va au golden score, il lâche rien, il s'accroche et il finit par détruire ses adversaires. Exceptionnel. Merci, on passe donc au jeudi 1er août, on déroule, il y a une médaille ce jour-là, canoë-kayak, médaille d'argent, le jeune français Titouan Castric qui a décroché l'argent en finale. Est-ce que vous l'avez revu les uns et les autres? Alors moi je l'ai vu et c'est l'audace de ce gamin qui m'a époustouflé. Il est arrivé dans les qualifs, il a mis tout le monde au pas, il a mis la pression surtout, alors qu'il y avait des mecs qui étaient là quand même sur le circuit depuis une dizaine d'années, des Tchèques, des nations étrangères, et il est arrivé là-dedans sans complexe, on l'attendait peut-être pas vraiment à ce niveau-là, et il a explosé tout le monde. Et je crois que c'est sur une petite touche sur le dernier parcours de la finale qui loupe la médaille d'or. Eh bien merci, donc on passe au vendredi 2 août, et là on va passer à la voile, Mathieu, en 49er, avec médaille de bronze de Charline Picon et Sarah Steyer, là aussi une médaille assez extraordinaire. Alors écoute, l'histoire est très belle parce que Charline, elle était médaillée aux Jeux de Rio et à Tokyo en planche à voile. Et ensuite, il y a eu un changement de support puisque la planche à voile est passée en planche à foil. Et elle a voulu aller encore plus loin en disant non, je vais carrément passer de la planche à voile au bateau, au dériveur, au 49er, FX chez les filles. Et donc je vais passer d'un sport individuel à un sport en double. Donc c'était, hormis qu'elle continuait d'être sur l'eau et à jouer avec le vent, c'était un sport complètement nouveau. Elle a fait... Elles se surnomment les Mama Team parce que les deux sont mamans, donc c'est une vraie organisation de leur planning autour de la gestion de leurs enfants, et elles ont fait une semaine fantastique. Alors elles ont un petit gabarit, donc elles performent plutôt dans le petit temps et le vent léger, et ça a été un avantage pour elles sur cette semaine de compétition. Et un petit clin d'œil, on va faire un peu de romantisme, mais à la fin de cette épreuve, toutes les deux ont été demandées en mariage par leur conjoint, c'était assez sympathique, et voilà, ça fait aussi partie des belles histoires du sport quand même. Voilà, passe à l'équitation. On revient sur toi, Raphaël, avec le saut d'obstacle par équipe. Ouais, cette médaille qui est presque passée inaperçue sur cette journée exceptionnelle pour l'équipe de France, les 9 médailles. Pour la petite histoire, c'est Olivier Perrault qui était normalement remplaçant de cette équipe de France suite au fait que le cheval de Kevin Stott n'a pas été accepté à l'inspection vétérinaire. Olivier Perrault est rentré pour ses premiers Jeux Olympiques. Pour la jolie petite histoire, 38 ans, Olivier Perrault, et c'est le seul cavalier français de l'équipe qui a fait un sans faute. Les deux autres, Julien Epaillard a fait une petite barre, 4 points, et Simon Delestre était pénalisé de 3 points pour avoir un tout petit peu pris son temps dans cette épreuve. À noter, Olivier Perrault, c'est lui qui a fait naître la jument qui monte, Dora d'Aiguilly. Il est non seulement le cavalier, mais il est aussi l'éleveur de cette jument. Donc il faut s'imaginer qu'il a pensé ce croisement il y a plus de 12 ans. On imagine la joie que ça devait représenter pour lui et l'achèvement que ça doit représenter pour lui à 38 ans de signer un sans faute qui permet à l'équipe de France de remporter une médaille de bronze. Merci. Là, on revient encore sur le judo parce que en ce moment, c'est la vedette. Ça ne s'arrête jamais. Deux médailles dans la foulée. Une pour Romane Dico, médaille de bronze. C'était peut-être pas celle qu'elle attendait non plus. Et puis la fameuse médaille d'or de Teddy Riner qu'on attendait tous. Oui, alors on était sur une mauvaise dynamique, incroyablement, dans ces Jeux Olympiques pour le judo français, puisque la veille, on avait une jolie chance de médaille avec Madeleine Malonga, qui était vice-championne olympique en titre, et qui se fait avoir au premier tour sur une adversaire portugaise. Et la journée démarre bien. Nos deux Français, Teddy et Romane, accèdent jusqu'aux demi-finales. Romane, elle perd sur une Brésilienne qui était, c'était son jour. D'ailleurs, elle gagne le jeu ce jour-là. Il n'y avait rien à faire contre elle. Et puis Romane qui était un petit peu en dedans, d'ailleurs, comme un peu l'ensemble de l'équipe féminine française, qui n'ont pas su gérer, je pense, mentalement l'abord de l'approche de la compétition. Différence des garçons, c'est que toutes les filles arrivaient avec un statut de favorite. Les garçons avaient le couteau entre les dents et il fallait aller à la bagarre, hormis Teddy. Mais Romane, elle a su se remobiliser après cette demi-finale perdue pour aller battre sa dernière adversaire. Elle l'a immobilisé de mémoire. Et que dire de lui, le GOAT, le énormissime Teddy Riner qui moi j'ai retrouvé un Teddy conquérant, un Teddy dans l'action, qui s'engage, qui fait chuter. Il a eu une mise en route tranquille sur sa journée. Il prenait un combattant des Émirats Arabes Unis, autant dire un ancien combattant du bloc de l'Est. Il a pris son temps, il a mis 8 minutes pour le sortir fin d'une journée, mais sur pénalité. Et ensuite gros tour qui se présentait derrière avec le Géorgien, ou d'ailleurs ils sont très copains depuis un match de Coupe d'Europe qui a eu lieu l'année dernière, et le Géorgien qui avait battu Teddy,
mais la fédération internationale était revenue sur ce match, première fois d'ailleurs que ça se produisait, et avait changé la décision d'arbitrage. Et donc là, il se prenait sur le deuxième combat de Teddy, bagarre énorme. Teddy s'engage, il fait un avant-arrière chez nous, c'est-à-dire qu'il engage un mouvement avant, l'autre plonge dedans, il vient le rechercher derrière sur un Taniotoshi en mettant jambe en barrage derrière, il l'accompagne au sol et il célèbre un petit peu. Ça n'a pas plu au Géorgien qui a voulu en découdre un petit peu. Bon, mal lui en a pris puisqu'il a été disqualifié pour le restant de la compétition alors qu'il aurait pu jouer une médaille de bronze. Et surtout, il a été disqualifié pour la fin du tournoi olympique. Il aurait pu combattre aussi sur le par équipe, ce qui a causé quand même quelques petits soucis à sa nation. Teddy sur la finale contre Coréen, il reprend le Coréen en finale. C'est ça, un petit Coréen, et il lui a mis un Uchimata d'anthologie, et il a encore une jolie photo dans sa collection. Judoka, maintenant officiellement le meilleur judoka du monde en termes de résultats olympiques. 3e titre olympique individuel après 2 médailles. On reviendra parce qu'il y a encore d'autres sports à dire. BMX dans la foulée, parce que là on part, mais l'heure tourne. Je voudrais pouvoir donner la parole à tout le monde et parler de toutes les médailles. BMX, alors là aussi, or, argent, bronze, quoi dire, 1, 2, 3, c'est historique, ça ne s'est pas fait, je crois que ça ne s'était jamais fait, à part, je crois, il y a 100 ans. En 1924, en gymnastique, je crois que c'était au Cheval d'Arçon, il me semble. Depuis 1924, il y avait eu un triplé. Et là, on a 3 bonhommes. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même que le BMX français domine le monde depuis des années. Et ce sont les premières médailles olympiques. À chaque fois, on n'a pas réussi à performer. Et là, on fait 1, 2, 3. Dire, les gars, si vous avez voulu attendre 100 ans pour nous faire ce triplé, merci à vous. Et surtout, les 2 copains qui retournent la tête une fois la ligne passée pour voir si le dernier est 3e. Une très belle image de ces jeux aussi. Mathieu, un petit commentaire là-dessus? Ouais, c'est tout à fait ça. L'année dernière, au championnat du monde, il y avait 6 Français en finale sur les 8 places. Non, ça donne le niveau français en BMX race. Là, je crois qu'ils ont tous les 3 pris du plomb dans l'aile en se disant on fait le start et puis assez rapidement on fige nos places et on évite de se mettre par terre comme ça s'est produit à Tokyo il y a 3 ans. Mais l'image, alors bon, le triplé est exceptionnel effectivement. Ça fait 100 ans que c'était pas arrivé, et l'image des 2 premiers qui passent la ligne et qui regardent derrière pour voir si leur copain est bien 3e, ça grandit une nation sportive, un truc comme ça. Alors gardez bien ça en mémoire parce que dans 100 ans, je suis pas sûr qu'on pourra en reparler. Mais en tout cas, c'était effectivement, il y a une ambiance quand on voit aussi le public. Ce que disaient d'ailleurs les coureurs eux-mêmes, c'est qu'ils n'avaient pas l'habitude de courir avec autant de monde dans une arène comme ça, conçue de manière assez spectaculaire. BMX, on passe à la natation. On arrive le soir. Je vous remets dans l'ambiance. Vendredi ici, 9 médailles. Déjà, on est déjà gavé de médailles. Et là, on a un Florent Manodou qui arrive depuis 4 Jeux Olympiques. Florent Manodou qui se lance, aller chercher une 4e médaille. Sa spécialité, son 50 mètres, et en fait, il n'est pas performant sur mais quand on connaît un petit peu Laurent Manodou, on sait qu'il est capable à un moment donné. Alors, il est dans une ligne cachée, il est complètement à la ligne numéro 1, il fait pas de bruit, mais on sait pertinemment que c'est l'homme de ces situations-là. C'est ce qu'il aime faire, c'est surprendre, et en fait, il surprend tout le monde avec sa médaille de bronze, et ça, c'est fantastique, puisque il sort de l'eau ravi d'encore d'être présent parmi l'élite mondiale, et ça, c'est bien. 12 ans après c'est ça. Mais il avait dit que la ligne d'eau en question, souvenez-vous, c'était la ligne d'eau de sa sœur, et que sa sœur, elle aussi, avait gagné à l'époque sur ces lignes. Donc il n'était pas cachée, ça s'appelle la ligne cachée. Voilà, il n'était pas inquiet par rapport à ça. Fabuleuse, et puis bien sûr exceptionnelle. J'ai pas de mots, mais si on enchaîne sur Léon Marchand. Alors attends, je reviens sur Florent. C'est la décontraction quand il arrive dans le bassin. Je sens le gars arriver, mais écoutez les gars, c'est du kiff pour moi. Je vais me faire plaisir. Je me fais un petit clapping avec le public. Il prend son temps. Ça doit perturber l'air de rien un petit peu les autres. Mais et après, c'est ce qu'il aime. Et il a su profiter de ça, quoi. Derrière, je vous le disais, exceptionnel, parce que là, faut le dire, Léon Marchand, 400 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse, le français de 20 ans remporté, le 200 mètres 4 nages, totalise 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il n'y a rien à dire, quoi. Une capacité de récupération qu'aucun athlète est capable de produire ça, surtout quand on connaît l'énergie qu'on va chercher, on a récupéré, quand on repart, c'est grandiose. Record olympique, un poil du record du monde en plus, 4e course comme ça. Je pense que les Jeux Olympiques, ce qu'on va retenir, c'est le roi Léon. Antoine Dupont, parce qu'il est toulousain, évidemment, et ce sont ces 3 athlètes qui vont surgir, qu'on va voir partout. Non, mais dis-le, ils sont des chis en plus, tu peux le dire, ils sont de Toulouse. Et puis après, il y a ceux qui sont élevés à la chocolatine. Moi, j'appelle ça. Il va falloir faire attention parce qu'ils vont soupçonner que la chocolatine est un produit dopant. C'est possible aussi. Alors, on va quand même continuer. On arrive au samedi 3 août et c'est important aussi de souligner. On a une Française, 22 ans, qui a décroché la médaille d'argent
au pistolet à 25 mètres. Ça s'est joué à 3 fois rien. C'est la première médaille française au tir des Jeux de Paris 2024. Vous l'avez vu ce tir un peu, non? Moi j'ai suivi la compète parce que on sait que le tir français est aussi un grand pourvoyeur de médailles à travers les différents jeux. Une gamine, premier Jeux olympiques, 22 ans, qui pousse jusque dans ses retranchements. Je crois que c'est aussi une coréenne, me semble-t-il, en finale. Plante, rien de dire, à Châteauroux, dans un cadre un petit peu différent. Ça se joue mais c'est sur la dernière balle. À quelques dixièmes, voilà. C'est rien du tout. On aime ces athlètes décomplexés qui viennent au jeu pour performer sans se poser de questions. On enchaîne sur le tir, mais le tir à l'arc avec une belle médaille d'argent. Pour l'avoir vécu, ça s'est joué dans un suspense incroyable. Vainqueur sur une sud-coréenne lors du match de la 3e place. Donc Lisa Barbelin qui décroche sa fameuse médaille de bronze. Ça se joue sur la dernière flèche, Didier. Disons que la coréenne, elle prend un effet de vent qui lui pousse la flèche et elle arrive, elle tire, elle met plein fer dans la cible et là, c'est magique quoi. Et là, l'ambiance. Ça c'est le sport à l'extérieur quoi. Ça, on peut rien faire contre ça quoi. Elle craque en pleurant tellement elle est de joie. Ouais, c'est magique. C'est ce que nous amène le sport. Voilà. Le sport de haut, c'est de l'impossible, tu en fais quelque chose de possible. Et c'est ça qu'il faut arriver à retenir dans le sport. Et plus c'est compliqué, et plus ça devient facile parce que tu aimes ça. Extraordinaire. On continue parce qu'on est dans nos jeunes, on est dans cette effervescence. On arrive au dimanche, c'est-à-dire hier. Laurent, tu oublies un événement exceptionnel, samedi 3 août. Oui, pardon. Vas-y. Mais cette compétition, le judo, Laurent. C'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui. C'est normal. Tout à fait. Bien sûr. Et pourtant, je suis judoka de formation, donc non, c'est pas une volontaire de ma part. Vas-y. Cette compétition par équipe de judo, donc équipe mixte, est en place depuis maintenant les Jeux Olympiques de Tokyo. La France avait fait un grand pied de nez à la nation japonaise en remportant le titre olympique chez eux. On avait des Japonais revanchards qui arrivaient avec l'idée de faire la même chose à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Alors après une campagne individuelle pour l'équipe japonaise qui n'avait pas été brillante, ils ont remporté moins de médailles d'ailleurs que la France sur l'ensemble de ces Jeux. Alors plus de titres mais moins de médailles. Bon, une journée qui commence mal pour les Japonais puisqu'ils sont passés un chouïa de se faire sortir par l'équipe espagnole, bien fournie en judoka géorgien d'origine, et ensuite ils ont déroulé, ils sont arrivés en finale de manière assez tranquille, et la France qui a fait un parcours aussi assez sans encombre, elle élimine l'Italie, elle élimine la Corée, elle passe plusieurs nations comme ça de manière sereine, et enfin la grande finale tant attendue, en tout cas nous dans notre discipline, ce France-Japon, une finale qui ne se déroule pas du tout comme c'était prévu. Et on est mené 2-0 très vite. On est mené 2-0, Teddy doit vite refaire la différence, donc là il prend le japonais Saito, le fils du double champion olympique, une légende de notre sport, un combat qui dure 8 minutes, mais il finit par lui en mettre une sur le golden score. Et là derrière, Sarah Léonie Sizik, vice-championne olympique, les japonais tentent un coup de poker, ils mettent leur moins de 48 en face d'elle, elle domine au kumikata, et sur une action confuse, que je comprends toujours pas aujourd'hui d'un point de vue d'arbitrage, ils donnent une victoire au Japon, donc on se retrouve mené 3-1 avec notre héros masqué, Joan Benjamin Gaba, qui doit battre le double champion olympique, Ichiro Abe. Et un combat d'anthologie, ça va au golden score, encore un match de 8 minutes. Il finit par lui mettre une action qu'il a travaillé 15 jours avant, un kataguruma enroulé, et il lui met le hippon dessus. La reine Clarisse arrive, un combat, c'est pareil, elle est surclassée, donc une moins de 63 qui combat contre la moins de 70 japonaise. Elle finit par mettre le hippon dans le golden score. Tirage au sort de la catégorie qui va permettre de décider l'issue de cette rencontre. Teddy est tiré. Je peux vous dire que moi j'étais chez moi devant ma télé en train de me dire tout pour une fois que ça tourne de notre côté. Toutes les KT sauf le moins de 90, et là le plus de 90 sort. Et encore un match d'anthologie qui va au bout. Là ça part sur un golden score direct, donc la moindre erreur ne pardonne pas. Et là il met le pion. Teddy exceptionnel jusqu'au bout. Un très très bon moment de judo et une belle saison, une belle moisson pour nos judokas. On va passer au dimanche quand même parce qu'il faut terminer cette partie-là. Tennis de table avec T'aurais pas oublié 2 médailles françaises au cyclisme sur route. Ah bien sûr. Heureusement que t'étais là mais c'est parce que t'es pas à côté de moi, donc oui tu as raison, bien sûr. Dans cette belle montée de Montmartre. Oui je l'avais oublié ça. Je reconnais. Tu vois, c'est bien pour ça que j'ai besoin de vous pour m'aider à faire cette émission. Donc effectivement il y avait les garçons qui étaient dans ce cyclisme. Il y a trois Français qui étaient bien placés et qui ont fait une course d'équipe très intelligente. À toi Mathieu. Oui, alors on peut retenir des trucs assez fous. Déjà l'épreuve était sur 273 km et c'est pas tous les jours qu'on voit de telles distances, et ça se terminait sur plusieurs tours dans Paris Intramuros, qui était un parcours superbement bien dessiné avec une montée pour aller une montée dans Paris là qui était noire de monde, c'était superbe. Et un autre sujet à noter, c'est qu'il n'y avait pas les oreillettes, les fameuses oreillettes qu'ont les cyclistes toute l'année. Et c'est super bien parce que les cyclistes attaquants, on les retrouve
devant, et le top 15, c'était clairement les attaquants du jour. Le dernier sujet qui a pas mal changé aussi, c'est qu'il y a que 90 cyclistes au départ, alors que les pros, ils sont habitués à être plutôt sur des pelotons de 180 ou 200 coureurs. Donc ça faisait qu'on se découvrait très vite. Et il y a une superbe course des Français, puisque il y a une médaille d'argent, une médaille de bronze, et il y a un top 10 pour Julien Alaphilippe. Oui, tout à fait. Alors la petite anecdote, c'est qu'en fait le troisième, quand il arrive, il sait pas qu'il est médaille de bronze. Ouais, Christophe Laporte, qui est le champion d'Europe en titre, il sait pas, parce qu'il n'y a pas d'oreillette. Donc il sait pas qu'il est effectivement qu'il est troisième, mais on l'a vu quelques minutes plus tôt avec Remco qui est en solitaire à l'avant et qui arrête pas de demander aux spectateurs quelle est l'avance, parce qu'il a aucune idée si le Français Valentin Madouas est 15 secondes derrière ou une minute derrière. Et puis en plus de ça, il crève. Alors il a de la chance, il y a un changement de vélo et ça doit lui remettre un gros coup d'adrénaline qui permet finalement il perd une trentaine de secondes sur le changement de vélo, mais qui doit rattraper dans la foulée. Et c'était une très belle course. Bruno, tu viens de dire Oui, je voulais juste ajouter de rendre hommage à Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, qui avait opté pour une stratégie très offensive et il a réussi son pari. Voilà, c'est 2 médailles. On ne s'attendait pas du tout à 2 médailles olympiques avec l'équipe de France. Il y avait des espoirs sur Julien Alaphilippe, mais bon, c'était pas évident parce que là, il a eu une saison compliquée. Mais vraiment, Thomas Voeckler, depuis qu'il a repris l'équipe de France, depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France, il y a un mieux. Il y a un mieux au niveau national, enfin pour l'équipe de France. Oui, bien sûr. Après, dans le cyclisme individuel, par rapport aux Français, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Julien Alaphilippe, ça aurait pu faire un 2-3 parce qu'il n'était pas très loin. Il n'est pas très loin. Il s'est un peu sacrifié, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, c'était de retenir les coureurs pour laisser partir du coup celui qui était le devant. Et c'est un peu comme ça qu'il a permis à son équipier, quoi. J'ai plus le temps. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, mais je crois qu'il est à 1 minute derrière. Oui, c'est ça. On le voit podium, arriver. Il est vraiment très proche du podium. Bon, voilà. Donc je pense que il finit dans le groupe. Il finit dans le groupe de Christophe Laporte et il bloque les étrangers pour que Christophe Laporte puisse faire le sprint. C'est ça. Il joue pleinement son rôle de tactique, de coéquipier de grand luxe. Il y avait une tactique vraiment bien mise en place par Voeckler tout au long de cette course pour l'équipe de France. Bon, je vais peut-être pouvoir passer à la suite. Maintenant, on est bon, j'ai rien oublié. On est bon. Hormis Donc le fait que ça faisait très longtemps que le cyclisme français sur route n'avait pas ramené de médaille. Je crois depuis des années 60, il me semble. Donc, et là, on va avoir dans énorme. la semaine qui vient, on en parlera tout à l'heure, mais le cyclisme sur piste qui démarre, où l'on a peut-être des chances de médailles. On revient vite fait au dimanche de tennis de table, donc avec cette fameuse médaille de bronze du petit Félix, dit petit parce qu'il n'a que 17 ans, qui s'impose contre le Brésilien Hugo Calderano en 4-7. Troisième médaille de française dans la discipline depuis l'introduction des Jeux en 1988. À noter qu'il a perdu en demi-finale contre celui qui sera médaille d'or. Fanzen, et quand on voit le match que vient de faire sur la finale Fanzen, déjà il y a vengeance, on peut le dire, puisqu'il a vengé son frère, qui avait battu son frère en 8e de finale. Non mais le Chinois, il a l'air d'être quand même une classe au-dessus il a perdu contre le plus fort. C'est le Teddy Riner du ping-pong. Ouais. 60 mois numéro 1 mondial, un truc, c'est un monstre. C'est terrible. De la tennis de table, on revient à la natation avec l'équipe de France qui remporte la première médaille française de l'histoire du 4x400 nage. Léon Marchand termine ses Jeux avec un 5e podium, 5 médailles. Alors ils n'ont pas gagné, mais ils ont quand même fait un résultat sur cette discipline-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe, il y a un groupe qui porte. Alors Léon Marchand étant le vecteur majoritaire, mais les autres ils se groupent derrière. Et cette énergie que transporte Léon Marchand, ils en profitent. Et dans ce cadre-là, ce qu'on disait, c'est pour ça que on a autant de résultats. J'en suis persuadé, moi de mon côté, avec mon travail que je fais avec les gens, c'est que c'est vraiment on est porté par la performance. Le succès attire le succès. Voilà, on termine par l'escrime avec les fleurettistes français qui ont remporté leur médaille de bronze contre les États-Unis. Je te le disais tout à l'heure, une super place de 3, de l'engagement, ça part dans tous les sens, des flèches, des pointes, super match. L'escrime, c'est encore un très beau sport olympique. Alors on comprend pas tout, ça va trop vite, mais quand on nous montre les ralentis, c'est joli, mais quel engagement de la part des Français. L'image aussi que j'ai encore là, comme ça, qui me vient, c'est le kangourou français qui s'amusait à sauter devant les gars, et les mecs étaient paumés. Ouais. Le petit oiseau. Le petit oiseau. On a vu des très belles choses en escrime. Du petit oiseau. Merci pour cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission et la deuxième mi-temps, avant quelques témoignages sur la place à Paris que nous avons recueillis auprès de consultants, de spectateurs. Nous
nous sommes avec Sophie Raffi, qui est vice-présidente de la Fédération française de hockey sur gazon, qui est sur place à Paris, et en même temps, elle fait partie de tous ces bénévoles qui permettent aussi à ces Jeux Olympiques de bien se dérouler. Et elle est, actuellement au Club France. Bonjour Sophie, et comment se passent pour toi les Jeux Olympiques à Paris ? Alors bonjour Laurent, bonjour à tous et à toutes. Déjà, je pense que c'est un événement exceptionnel que d'être présent ici à Paris à ces Jeux, parce qu'on voit un véritable engouement de personnes qui aiment le sport, de personnes qui ne connaissent pas et qui viennent aussi assister, que ce soit au hockey sur gazon ou à d'autres types de sports qu'on ne voit que pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant et passionnant pour une vice-présidente comme moi et passionnée de sport. Au Club France, ça ne se désemplit pas. Entre les athlètes qui viennent, les animations, voilà, c'est du non-stop de 10h à 2h du matin. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Après, au niveau du hockey en lui-même, on savait que ça allait pas être si simple. Donc on espérait un petit peu mieux pour nos garçons qui se sont accrochés, mais bon, qui malheureusement ne passeront pas l'écart. Et puis en plus, bon, ça va être le début d'une grande aventure, je pense, pour nos équipes de France qui vont pouvoir peut-être de plus en plus pratiquer à ce haut niveau, parce qu'elles n'ont pas l'habitude aussi d'être à si haut niveau, les garçons un peu plus, les filles pas du tout. Donc c'était leur premier gros événement comme ça. Et nous, on savait très bien que ça allait être compliqué, mais en tout cas, une de nos joueuses, Johanna, a été même nommée la Messi du hockey. Oui, on a vu le but qu'elle marque est extraordinaire. En plus, elles ont dû être aussi impressionnées avec l'ambiance, parce que il y avait du public quand même qui a soutenu. On n'est jamais habitué, nous, à voir des stades alors quasiment pleins. Ils sont pas tout à fait pleins, mais quasiment pleins, avec autant de superstars et d'afferveurs des Français. C'est magnifique. Je vais soutenir encore demain soir le dernier match des filles, et j'espère que elles vont encore nous faire rêver. Même si, derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de qualification pour le tour d'après, mais c'est pas grave. Qu'elles prennent du plaisir, et ça, c'est le plus important. Quelqu'un a dit, l'important, c'est de participer, je crois. Exactement. Voilà. Merci à toi. Et en tout cas, bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Patricia. Bonjour Laurent. Patricia, tu es sur le site de Vers-sur-Marne, à assister à des compétitions ce matin d'aviron en plein Jeux Olympiques. Comment ça se passe pour toi, les Jeux Olympiques ? Écoute, ça se passe super bien. Dimanche, je suis allée au tir à l'arc aux Invalides, où c'était vraiment génial. Et donc, comme tu disais, ce matin, c'était Vers-sur-Marne pour l'aviron, et dimanche prochain, j'irai voir le parc urbain, donc le basket 3-3, et j'ai hâte d'y aller parce que franchement l'ambiance elle est vraiment extraordinaire, et tout est génial quoi. C'est bien organisé, c'est sur place, c'est top. Alors je vais pas te cacher que dès qu'il y a des Français, l'ambiance ça monte clairement d'un niveau. C'est génial, c'est top. Sur ces jeux, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné depuis le début ? Tu as dû regarder des choses aussi à la télévision, mais en même temps, en te promenant, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Je dirais que ce qui me marque le plus, c'est vraiment l'ambiance générale. C'est avant les jeux, on nous a dit les Parisiens ils vont faire la gueule, blablabla, les clichés français, et c'est vraiment pas le cas quoi. On sent vraiment qu'il y a une émulation, une ambiance, que c'est bon enfant, que les gens ils sont vraiment dedans, mais dans le sens le plus positif du terme. Tu sais, c'est vraiment les gens ont envie de faire la fête quoi, ça se sent. Et vraiment c'est top. Et sur le plan sportif, quelque chose que tu as retenu plus sur tout ce qu'on a eu comme médaille, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus retenu qu'une autre ? Forcément les exploits de Léon Marchand, c'est quand même marquant parce que gagner 2 médailles d'or à 2 heures d'intervalle, c'est incroyable. Maintenant un peu tout, c'est comme je dis, je trouve que c'est vraiment une ambiance générale qui fait plaisir à voir quoi. Et comme je te disais, dès qu'il y a des Français par contre dans les stades, il y a une vraie ambiance, on les soutient, et je suis agréablement surprise de ça en fait. Eh ben écoute, merci en tout cas, profite bien de ces Jeux Olympiques. Merci à toi, à bientôt. Brice, bonjour, tu es dans l'ambiance de Vers-sur-Marne ce matin. Quelles sont tes impressions justement de ce début de Jeux Olympiques ? Écoute, j'adore, je trouve ça génial. L'ambiance est bonne. Les Parisiens ont quitté Paris craignant que ce soit compliqué de circuler, de vivre, que la vie risquait d'être difficile, et en réalité on se retrouve du coup qu'avec des passionnés de sport qui partout en région parisienne, dans les transports, tout le monde est avec son téléphone en train de regarder les différentes épreuves. Alors justement, Brice, qu'est-ce qui t'a le plus marqué vous depuis le début de compétition ?
Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est le triplé hier en BMX. J'ai trouvé ça formidable. Le triplé français, là, c'est extraordinaire. Ces 3 drapeaux français qui ont été élevés dans le ciel, c'était super. Bon, en tout cas, merci de ce petit témoignage. Profite bien de ces Jeux Olympiques. Merci pour tout, Brice. Je t'en prie, avec plaisir. Louis-Marie, bonjour, on est dans l'ambiance actuellement, on entend autour de toi tous les micros. Comment se passe cette première journée à Vers-sur-Marne et ton impression de ces Jeux Olympiques? Alors écoutez, oui, effectivement, je suis à Vers-sur-Marne sur le parcours d'eau douce, hein, c'est les finales aujourd'hui en aviron. Ces Jeux Olympiques sont assez exceptionnels, ça faisait 100 ans qu'on les avait pas eu, et moi ce qui m'a déjà marqué, c'est déjà bien sûr c'est qu'on est deuxième alors qu'il est au tableau des médailles, il va gagner une médaille d'argent en tir, et je trouve que déjà je pense que ce qui est fort, c'est que il y a une communion entre le public et les athlètes. Et du coup, il y a une joie qui est indescriptible. J'ai pour l'instant pu assister à des épreuves de football, à des épreuves de VTT, avec la belle médaille d'argent de Victor Koretsky. Et puis, c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose d'unique qui est difficile à décrire, mais j'ai l'impression qu'il se vit autant sur place que devant leur télévision. Les gens, ils exultent. Et c'est quand même des jeux magnifiques. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, bien sûr, c'est les 4 médailles d'or de Léon Marchand, parce que c'est un exploit, mais absolument incroyable. Hier, c'était un peu la piste aux étoiles avec Léon Marchand, Teddy Riner évidemment et le BMX. Et voilà, donc je pense que c'est des jeux qui sont très réussis et surtout qui a déjoué tous les esprits un peu défaitistes. Ça va jamais marcher, on va y arriver. Et ben je pense que voilà, on montre une très belle image. Eh ben écoute, merci pour ce témoignage. Profites-en bien et fais-toi plaisir. En tout cas, on est aussi tous très contents à la radio, à cette émission ici on parlait de sport, de recueillir un peu les échos de l'ensemble des Français qui participent à ces jeux. Merci à toi, Louis-Marie, et très très belle journée. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission Si on parle de sport avec nos consultants spécialistes de sport. Donc je rappelle Guillaume Delville, Mathieu Sapin, Raphaël Hollard, Bruno Hamet et Didier Don qui m'accompagnent dans cette 60e émission de Et si on parlait de sport. Et on va continuer notre petit tour de table sur maintenant les sports qui sont terminés de ces Jeux Olympiques, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas forcément tous bien réussi. On va commencer sur l'aviron. L'aviron, on attendait quelques médailles et puis finalement ça ne s'est pas fait. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur l'aviron? Écoute, pour l'aviron français, c'est une grosse déception. C'est la première fois depuis 1992 qu'il n'y a pas de médaille au jeu. Le récent nouveau DTN, Sébastien Vieilledent, avant même la fin des épreuves, a d'ores et déjà demandé un audit pour comprendre bateau par bateau pourquoi est-ce que sur les 5 bateaux français engagés au jeu, il n'y en a qu'un seul qui passe en finale et que les 4 autres se retrouvent sur la petite finale, ce qu'on appelle la finale B. Mais là aussi, l'aviron français va se donner du temps pour essayer de comprendre, d'analyser et puis de modifier leur stratégie. Ok, merci pour ça. Écoute, on va continuer à suivre l'aviron. Un peu de déception de ce côté-là, quoi. Ouais, le truc marquant, parce que j'ai discuté avec des rameuses, c'est qu'elles n'ont pas été à leur pic de forme en temps et en heure. Ça, c'est on apprend tous les jours un peu plus dans la programmation d'entraînement, mais là cette année, il y a vraisemblablement eu un raté. Ok, merci Mathieu pour ça. On a aussi le badminton qui n'est pas totalement terminé
au niveau des compétitions, sauf que pour nous, ça n'a rien donné d'extraordinaire, pas de médaille. Ils se sont bien battus, il y a eu des progressions, mais le badminton n'a pas encore accroché le top niveau. Il y a eu le match Thomas Junior Popov qui a essayé de s'accrocher, ça s'est joué à peu de choses. Et puis le fameux match aussi double mix entre Thomas Jiquel et Delphine Delru qui ont ces deux équipes ont essayé d'accéder au quart de finale, mais la marche était encore trop haute. Un sport qui va continuer, est obligé de continuer de progresser. Mais c'est sûr que ce sont les nations asiatiques qui sont actuellement en tête dans ces sports-là. On passe à la boxe aussi. Alors, juste parce que c'est pas encore fini, mais il y a quand même eu de beaux résultats. Un petit mot, Didier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 Toulousains qui sont en finale déjà de la boxe anglaise avec 2 styles complètement différents. J'adore ces styles différents. Bon, pour avoir été élève du papa de Bilal, Mohamed Benama, oui, ces 2 gamins-là, ils ont le potentiel d'aller chercher la médaille d'or, vu comme ils sont précis au niveau de la touche et des déplacements. Je pense qu'ils vont passer. Le lourd, je trouve un peu lourdeau dans sa façon de boxer, mais ça marque, ça passe. Après, tout dépendra de comment il va gérer son combat et comment son adversaire va le mettre dans le dur. Merci pour ça. Bon, on va les suivre, puisque c'est à venir, les finales et tout ça, les demi-finales. On est un peu dans l'actualité, parce qu'il y avait le canoë, on regardait cet après-midi là avec finalement une 45e, si je me trompe pas, 45e médaille d'argent avec une jeune femme qui a gagné, Angèle Hugues, qui est donc fait 2e médaille d'argent. Médaille d'argent, médaille un peu surprise, semble-t-il. C'est fameux slalom cross, c'est ça, c'est une nouvelle discipline qui a été voulue par Tony Estanguet pour rendre un peu plus fun cette discipline du canoë, du slalom. Donc là, ils partent à 3 en même temps. C'est le principe du BMX, mais dans l'eau. C'est ça, exactement. En gros, voilà. Avec des esquimotés. À un moment, ils doivent passer sous une. En esquimotant, ils doivent passer sous une barre qui est au ras de l'eau. On rajoute des figures. Des obstacles, quoi. Des difficultés, ouais, tout à fait. Alors, chez les garçons, par contre. Chez les garçons, désillusion, puisqu'on attendait une médaille avec Neveu qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Voilà. Donc, on continue. C'est les déceptions, c'est les victoires et déceptions. Des fois, il y a des surprises, comme cet après-midi pour cette jeune femme. L'escrime. Alors, bilan de la semaine, bilan un peu mitigé pour les Bleus en escrime. Après un très bon départ en individuel, l'escrime française a eu un passage à vide sur les épreuves par équipe. Je crois que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait des médailles. On aurait pu faire mieux, mais on n'a pas de titre en par équipe. Moi, le regret que j'ai, c'est surtout le sabre féminin, puisqu'on avait les 2 premières sur le plan individuel qui ont, malheureusement, la magie de l'équipe n'a pas fonctionné. Elles se sont fait découpées, on va dire comme ça, par les Coréennes en demi-finale, et puis sur le repêchage, sur la médaille de bronze, elles n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu à nouveau. Donc, sans pousser trop loin, j'ai une question à Didier. Est-ce que c'est pas, on arrive sur des équipes qui perdent dans ce qu'on appelle les derniers instants? Est-ce qu'il n'y a pas un problème un petit peu dans la tête quand même? Il y a énormément de scientifiques qui ont travaillé là-dessus, et l'énergie, la précision et la gestion des situations, c'est quand même le mental qui gère ça. Donc on a beau vouloir dire on n'a pas besoin, je pense qu'on va y venir de plus en plus, parce qu'on voit Teddy Riner qui en parle aujourd'hui d'une manière très simplement. Il dit grâce à Myriam, il est arrivé à se détacher mais ils ne sont pas prêts. Beaucoup de sportifs ne sont pas prêts encore à travailler sur le mental. Alors surtout, je vais reprendre des mots qui sont importants, c'est notre société anxiogène génère automatiquement cette pression inconsciente. En fait, c'est pas qu'on en a, mais un entraîneur qui se sent pas bien, il va générer cette énergie, cette vibration. Moi, j'appelle ça une vibration. Et en fait, on va transmettre ça, mais ça va dépendre de l'individu. Ça va dépendre d'un individu ou de l'entourage, de l'environnement. Moi, je suis persuadé. Donc, la tête, elle est générée aussi par l'environnement qui va vous parler, qui va vous écouter, qui va faire en sorte qu'elle va vous remobiliser, mais avec des mots choisis. Voilà, c'est important. Bruno, tu voulais rajouter un petit quelque chose? Oui, juste en escrime. Si je ne m'abuse, Oriane Malo-Breton a perdu 2 fois en mort subite. Nous confirme, c'est ça? Donc j'avais une question à Didier, juste vite fait. Je voulais savoir si la 2e mort subite, c'est pas le mental qui lâche. Pour moi, c'est exactement le mental. C'est-à-dire c'est des situations que l'on ne vit pas ou on vit très rarement. Donc comment vous entraînez les athlètes à vous mettre dans cette situation-là et à trouver la solution? Parce que on ne s'y met pas tout le temps. On n'a pas ce niveau de pression sur les épaules et on n'est pas capable tout le temps de gérer la bonne information au bon moment.
Merci pour ces points importants de parler du mental. Je crois que nos Français peuvent gagner là-dedans. Il va falloir y travailler. Et je crois que c'est un peu ce qu'on pourra ressortir un peu ça, parce qu'on aurait pu aller encore plus loin, même si c'est déjà bien ce qui a été fait. Mais effectivement, ces petits quelque chose qui manque à la fin, la petite chose qui manque pour basculer. Alors, on passe de l'escrime, on va passer au golf. Alors, comme je sais que tu connais bien le golf aussi, il y a un peu ça aussi au golf quelque part. Ce petit côté, ce petit machin qui manque à la fin pour mettre la balle dans le trou final. Alors là pour connaître Pérez et Pavon, qui sont les deux Français qui ont représenté la France, ils ont tous un préparateur mental, donc ils sont déjà là-dessus. Et après le golf, c'est le jour, la situation. Pérez a mal commencé, il a traîné, puis après il est vraiment parti, mais le japonais, je crois qu'il était à -8 le premier jour, donc déjà là tu prends une claque alors que Pérez est à +1. Donc là il y a tout ce retard à faire. Pavon, il n'a pas géré sa compétition comme il a géré d'habitude. Et puis bon, c'est les Jeux Olympiques, c'est du one shot, hein, il faut être présent le jour J au bon moment. C'est pas passé, c'est dommage parce que c'est deux athlètes internationaux et qui ont leur place dans le niveau mondial. Et les filles qui viennent là, c'est dans et bientôt. Les filles qui arrivent, là le numéro 2 mondial, hein, qui est Bouvier, qui reste. L'autre je la connais un peu moins, mais bon, je pense que là elles peuvent faire quelque chose. On en reparle. On en reparlera la fois prochaine. Ok, alors il y avait la gymnastique, je voudrais qu'on en revienne. On avait déjà un peu parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas trop allonger là-dessus. Les Françaises, bien sûr, vous le savez, n'étaient pas qualifiées. Il y avait quand même un Français dans l'affaire qui, lui, avait été qualifié en finale des anneaux. Alors, il a un parcours assez particulier. Je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi. C'était pas pour Rio, c'était pas pour Tokyo, et c'est donc pas pour Paris. Il a fait 3 Jeux Olympiques avec un parcours difficile. Il a été blessé, il s'est accroché, et pourtant il a fait un mouvement impeccable. Mais ça n'a pas suffi. Il termine à la 4e place, malheureusement pour lui. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur ce gymnaste assez sympathique d'ailleurs? C'est Samir Aïd Saïd, qui est touchant, qui a 34 ans et qui veut quand même revenir en 2028. Alors, le mot qui me vient quand je pense à Samir, moi, c'est résilience. Quand même, c'est un mec qui avant était spécialiste du saut de cheval. Tout le monde a cette image en tête, cette double fracture tibia péroné ou fracture ouverte, perte d'appui. Et pour pouvoir revenir et pour pouvoir atteindre son rêve olympique, décide de se lancer, de se spécialiser sur les anneaux. Il échoue à Tokyo en terminant la 4e place. À 0,1 point. Encore une fois, cette année à Paris, de nouveau, il est 3e. On part aussi des sports qui sont jugés, qui sont notés. Et bon, je pense que je l'ai vu hier, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi. Déjà. Donc ça, je pense qu'il va falloir qu'il... T'es en train de dire pas assez de lobbying? Ce que je dis, c'est que des fois, l'humain peut faire basculer une décision d'un côté ou de l'autre. Ouais. Voilà. Et il faut s'y plier, c'est comme ça. Et le sport est ainsi fait dans certaines disciplines. Respect pour le bonhomme, quoi. Parce que franchement, après toutes ces épreuves, l'engagement qu'il met, c'est incroyable. Bon, donc respect pour ce monsieur. Vraiment un grand monsieur du sport français. Et puisqu'on est dans la gym, j'ai envie de dire, si on peut parler de respect, on va aussi automatiquement parler. Il y a 2 petites choses que je voulais rajouter. C'est d'abord le parcours de cette fameuse gymnaste Simone Biles, qui a décroché samedi sa 3e médaille d'or aux Jeux de Paris 2024, ce qui est aussi une performance pour cette gymnaste. C'est probablement une des meilleures gymnastes au monde. Et puis petit clin d'œil, petit pied de nez à l'équipe de France, enfin à la Fédération française de gymnastique, sans méchanceté aucune. Mais on avait une petite jeune qui s'appelle Kalia Nemour, qui était formée chez nous, qui aurait dû être dans l'équipe de France, et qui, par un concours de circonstances, on va dire un malentendu, enfin voilà, a finalement opté pour l'équipe d'Algérie. Alors dans ce cas très précis, on aurait pu obtenir notre première championne olympique à la gymnastique en France, et de par une politique fédérale qui a décidé il y a 2 ans de vouloir regrouper toute son équipe nationale au sein de l'INSEP avec un pôle d'entraîneurs, dont son entraîneur actuel qui est sur Avoine, le club d'Avoine, un des plus grands clubs de gym en France. Il forme un tiers peut-être de l'équipe nationale. Et suite à une bisbille, un refus de ce monsieur de vouloir intégrer ce pôle national pour des raisons qui lui sont propres. Et donc après, les jeunes filles n'ont pas voulu se séparer de leur entraîneur et poursuivre le travail qu'elles avaient engagé, qui les avait amenées d'ailleurs en équipe de France. S'en est suivi un imbroglio fédéral avec des accusations. Enfin bon, on va pas développer tout ça ici, mais c'est bien dommage de voir que cette jeune fille qui est née en France, qui s'entraîne en France et qui aujourd'hui, en raison d'une politique fédérale, mais représente l'Algérie et aurait pu nous rapporter notre première médaille d'or. Et d'autant qu'elle a en plus performé, puisqu'elle a aussi un mouvement porte son nom, gymnastique qu'elle a créé elle-même, et donc elle est lancée pour, à mon avis, une très belle carrière de gymnaste dans la suite. Bravo à elle, puisqu'il faut
quand même reconnaître que même si elle a été formée chez nous, c'est elle qui a fait le travail, comme on dit. Un bilan de la semaine assez rapide, parce qu'on en a beaucoup parlé. Si tu veux bien, on parle bilan du judo. 10 médailles, meilleur bilan français de tous les temps sur les Jeux Olympiques. On est malheureusement pas à la première place en termes de nation, alors qu'on est la nation qui a rapporté le plus de médailles. C'est la première fois que ça nous arrive. On est devant le Japon, qui n'ont donc 8 médailles, mais seulement 2 titres, le titre par équipe et celui de Teddy. Une campagne clairement réussie. Les objectifs avaient été fixés à 10 médailles avant les Jeux, on les a obtenus. Voilà, le judo a fait sa part du boulot. Ça prouve qu'on est une belle fédération qui fonctionne bien, avec des forces vives et une équipe jeune, plein de talent, et c'est très encourageant pour la suite. Merci pour ce bilan. Vous voyez, on a beaucoup parlé du judo. Natation, un bilan que l'on peut faire aussi. Déjà, je pense qu'avec Léon Marchand, on a dit beaucoup de choses déjà. Je crois que c'était une belle leçon. Ça va donner envie peut-être à beaucoup de nageurs de se mettre à l'eau et de remplir les piscines. Je crois que c'est aussi une très belle chose. Un bilan aussi rapide. Alors, c'est pas totalement terminé sur l'équitation ? Oui, les sports équestres. Donc, le concours complet est passé complètement. Avec une belle médaille d'argent par équipe. Le dressage est aussi terminé. Des Français qui ont terminé à la 6e place par équipe. Et Pauline Basquin qui a réalisé, qui a intégré la finale et qui a réalisé une belle reprise libre en musique, sans médaille, mais quand même du bon sport. À noter qu'il reste une chance de médaille, puisque le CSO, donc le saut d'obstacle, la médaille individuelle, va se courir demain. La finale va se courir demain. À noter que Julien Epaillard vient de remporter la qualificative pour cette finale. Donc voilà, il nous reste Julien Epaillard et Simon Delestre qui sont qualifiés pour cette finale demain. Ils sont 30 cavaliers à repartir demain, et Julien Epaillard partira en dernier puisqu'il est en tête de la qualificative. Et on va souhaiter encore des médailles. On fera donc un bilan final à la fin de la semaine sur ce discipline. Alors, un sport qui est un peu loin pour nous, mais on n'en a pas encore parlé, c'est le surf. Est-ce que vous avez un petit peu suivi, écouté? Pour l'instant, il y avait un report à cause de la météo, donc je crois que les épreuves ne sont pas totalement terminées. On y reviendra. Hein, c'est ça, Mathieu? Oui, tout à fait. Alors, faut savoir que la vague de Teopulo, il y a seulement 2 mètres d'eau, donc ça paraît pas énorme. Et dès que la houle se lève, les vagues peuvent monter jusqu'à 10 mètres de haut, parce qu'il y a très peu d'eau. Par contre, quand on tombe, quand il y a 10 mètres de haut, tu vois, on tombe tout de suite sur le récif. Donc effectivement, en ce moment, les épreuves sont reportées jour après jour en attendant que la mer se calme. On a une super chance de médaille chez les filles, puisque la Française Dauphin s'est qualifiée, et chez les garçons, je crois que c'est pas mal. D'accord, on va suivre ça. On va attendre que l'eau revienne alors. On suivra ça. On passe à un sport connu, mais qui n'a pas eu beaucoup de résultats. On va passer assez vite. C'est le tennis qui est vraiment passé aussi à côté de ces Jeux Olympiques. Le tennis, quand même, on peut saluer la performance de Novak Djokovic. Oui, mais je parlais de nos Français, mais bien évidemment. Complété sa collection incroyable en venant à bout d'Alcaraz dans son jardin à Roland-Garros. Donc, prestation XXL, très serrée, de tie-break. Et bon, après, c'est sûr que nos Français, le petit Moutet a fait ce qu'il pouvait, mais chez les filles, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, je pense aussi que face à Alcaraz... Non, mais vas-y. Juste un peu de mots par rapport au mental extraordinaire de ce joueur, grand joueur de tennis qui est Djokovic, parce que ce que disait Alcaraz, il disait, j'ai senti en face de moi une telle puissance mentale que j'étais déstabilisé. C'est ce qu'il disait ce matin dans un grand journal que vous connaissez bien, L'Équipe, où effectivement il expliquait qu'il sentait cette puissance dans les renvois de balles. De toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, plus vous êtes décontracté, plus vous êtes relâché, plus vous êtes éloigné de la pression, plus vous êtes en laxité et en facilité mentale. Et moi, je suis de plus en plus en train de travailler là-dessus parce que je m'aperçois que j'avais un boxeur qui monte sur le ring, il est champion de France, champion d'Europe en boxe pied-point. Je le vois monter sur le ring et je vois juste son cou qui est hyper détaché. Et je dis au soigneur qui est à côté de moi, il est champion de France. Et il a été champion de France, il a fait son combat, il a déroulé. Moi, je me suis mis plus comme entraîneur, comme spectateur. C'était à Marseille, il y avait Catherine qui tournait, je l'ai regardé. Et là, je sais que ce détachement, il est essentiel dans la performance, dans la situation. Et quand un athlète est capable d'arriver à ce travail-là, rien ne peut lui arriver, quelle que soit la discipline. Vas-y, Raphaël. Elle était très belle, l'émotion de Novak suite à cette victoire. C'est vrai qu'on est sur des joueurs qui ont déjà tout gagné. Il n'avait rien à prouver et malgré tout une émotion qui avait pas l'air d'être surjouée.
Moi, honnêtement, j'ai trouvé le moment beau. Alors en plus, il gagne face à Alcaraz. Je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'il gagne face à lui. Et le sens de l'histoire va vers ça. Et il s'offre une médaille olympique. Et je pense que le fait de gagner pour son pays, je pense que ça rajoute quelque chose. C'est une victoire individuelle qui rajoute. On sait qu'il est très attaché à son pays et que son pays est très attaché à lui. Et c'est un vrai ambassadeur, quoi. C'est exactement ce que j'allais te dire. Quand Novak joue pour la Serbie, il est en mission. C'est pas le même joueur. C'est vraiment, il est dans un autre mood. Bruno, tu voulais ajouter quelque chose? Sur le tennis, oui, je trouve que c'est une grosse déception du tennis français qui n'a pas été à la hauteur et qui n'était pas au rendez-vous de ces JO à la maison. Et il y avait des espoirs sur Arthur Fils, qui venait de gagner un ATP 500 à Hambourg. On pouvait penser qu'il serait en position d'aller au moins jusqu'au quart de finale, peut-être une médaille, et c'est très décevant. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de la fédération française de tennis qui doit être immédiate, et une analyse en profondeur, parce que les résultats sont catastrophiques depuis maintenant trop longtemps. Merci pour ça. On va faire un dernier petit point avec toi, si tu veux, Mathieu, sur les épreuves sur la voile, et puis après on va passer à notre... Écoute, pour la voile qui avait donc lieu à Marseille, effectivement c'est un bilan en demi-teinte, puisqu'il y a seulement une médaille de bronze chez les filles, et c'était pas celle qu'on attendait, puisqu'il y a un bateau chez les garçons, le 49er, qui était champion du monde en titre, mais c'est des garçons qui performent plutôt dans le vent fort, et cette année, à cette période de l'année, le vent était très léger, donc ils étaient dans le dur un peu tout le temps. Ça n'a pas été simple, et il y avait de la planche à voile à foil, de l'IQ foil, avec Hélène Noës-Mohen et puis Nicolas Goyard, qui étaient champions du monde et champions d'Europe en titre, tous les deux, et donc on attendait véritablement des médailles de leur part. Et même chose dans le vent très léger, Nicolas, qui est un peu plus lourd, n'a pas réussi à passer, puis Hélène, elle se fait sortir et elle termine au pied du podium. Bon, et il y a encore des compétitions à suivre cette semaine, je crois. Et cette semaine, il y a des nouvelles séries qui sont rentrées avec, on espère, des belles chances de médailles. En kite foil, c'est une nouvelle épreuve au jeu, et également sur des bateaux, des dériveurs individuels, ce qu'on appelait des lasers avant, avec un Français qui est champion du monde en titre, je crois. Eh bien, on suivra ça avec grand intérêt dans cette semaine qui vient, et on se retrouvera donc la semaine prochaine. Merci en tout cas pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation dans tous vos projets et bonne suite des Jeux Olympiques. Vous connaissez la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Et tout de suite, place à la prolongation avec le quiz Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et voilà la prolongation avec le quiz traditionnel, un quiz Jeux Olympiques. Donc on a fait deux petites équipes. Raphaël va donc jouer avec Bruno, et nous aurons Guillaume et Mathieu qui vont répondre aux questions. On va commencer par une question, Mathieu et Guillaume, sur la natation. Question de natation, donc si vous avez bien suivi les Jeux Olympiques, je suis resté dans l'actualité. Vous ne répondez donc pas, c'est l'équipe A qui débute. Je pose la question et je donne 3 réponses possibles. Quel temps a réalisé Léon Marchand à l'occasion de la finale du 200 mètres papillon? 1,50-34, 1,51-21, 1,52-43 ou 1,51-25. Je répète si vous voulez. Quel temps a réalisé Léon Marchand à l'occasion de la finale du 200 mètres papillon? 1,50-34, 1,51-21, 1,52-43, 1,51-25. Réponse? Ouais, 1,51-21. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Et 1,51-21, c'est le nouveau record olympique. Il avait le record du monde 1,50-34, et le ancien record olympique, c'était 1,51-25. Voilà pour cette partie-là. Voilà, bravo. Alors, on passe à la deuxième question. Vous êtes prêts, messieurs? Combien de titres de champion olympique, médaille d'or, a remporté le judo depuis le début des Jeux Olympiques? Alors, A, 17, B, 16, C, 19, D, 15. Donnez la réponse 19. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo à tous les deux. Donc, pour l'instant, on a égalité. 1 point partout. Bravo. Voilà, donc question numéro 3 pour Guillaume et Mathieu. Vous écoutez bien. Rugby à 7. Combien d'essais a marqué Antoine Dupont pendant les Jeux Olympiques? 1, 2, 3 ou 4? Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Je dirais 2. Mettez-vous d'accord.
Un en finale, un en demi-finale, mais je le vois pas marquer d'essai avant. Moi, je dirais 2. Ah, il me semble qu'il en marque avant. Moi, j'aurais dit 4. Ou il en marque 2 en finale, alors Bon, tous les uns qui aiment la chocolatine, j'aurais dit 4. Mettez-vous d'accord. Allez, on coupe la poire en 2, on dit 3 ? Allez, 3. Et non, c'était 2. La première idée de Guillaume était la bonne. C'est pas grave, on continue. Donc 1-0. On reprend. Escrime maintenant pour nos amis Raphaël et Bruno. Quel est le score de la finale au sabre entre les deux Françaises Manon Apiti-Brunet et Sarah Bazer? 15-14, 15-12, 15-9 ou 15-11? 15-12. Bravo, félicitations. Voilà, et bien c'est la fin du match et de cette 60e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Merci à vous, messieurs, et c'était un plaisir de faire cette émission. Merci. Merci, une très belle fin d'Olympiade. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 60e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Bien évidemment, rendez-vous en plus de ce que vous allez pouvoir suivre avec ces fameux Jeux Olympiques. Du 9 au 11 août, vous retrouverez du cyclisme VTT, championnat d'Europe de descente cross de VTT à Champéry en Suisse. Le 10 août, cyclisme à nouveau, mais c'est la classique de San Sébastien en Espagne. Du football aussi avec Mayence, une équipe d'Allemagne contre Montpellier, et Toulouse, Valladolid contre une équipe espagnole. Le 11 août, un motocross avec le Grand Prix de Suède MXGP à Uddevalla en Suède. Du 12 au 18 août, cyclisme avec le fameux Tour de France Femmes qui débutera donc entre le 12 et le 18 août. Et en même temps, vous aurez pour les garçons le Tour de Pologne. Le 13 au 16 août, cyclisme à nouveau avec dans le Tour du Limousin, qui se trouve dans le Tour de Limousin Périgord, qui se déroule donc du 13 au 16 août. Et le 16 août, football, reprise de la Ligue 1 pour les amoureux du football. Voilà qui conclut cet agenda des sportifs. Merci à nos consultants spécialistes de sport, Guillaume Delville, Mathieu Sapin, Raphaël Hollard, Bruno Hamet, Didier Don, pour votre excellente participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'était un régal de vous avoir aujourd'hui avec nous. C'est la fin de cette 60e émission spéciale Jeux Olympiques Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission, au magazine Sport Région, l'agence de communication Bellombra et à Dialogue Sport, nos partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci bien sûr à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour la réalisation de ces émissions, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect, pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, plateformes, podcasts, sites internet et ses conseils avisés. Un clin d'œil bien sûr appuyé à Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, qui est actuellement envoyée spéciale sur les épreuves des Jeux Olympiques à Paris et que l'on retrouvera bien sûr avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale Jeux Olympiques. Elle aura plein de choses aussi à nous raconter. Avec nos consultants, nous plongerons à nouveau dans l'ambiance de ces Jeux pour faire le débrief entier de ces Jeux Olympiques, l'ensemble des résultats et des médailles de nos athlètes français. Un bon moment encore à venir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous pour une nouvelle aventure de Si on parlait de sport la semaine prochaine.